registro não. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour, Graziele. E, então, eu vou falar algo aqui rapidinho em português, porque me escreveram no fim da semana passada, primeiro, antes de entrar nisso, eu estou devendo para vocês a atividade do L'Étranger. Eu tinha contado fazer isso no fim de semana, no feriado, mas eu acabei saindo de Brasília e estava com um problema de conexão, passei o feriado inteiro usando com a Ana roteando para mim os dados dela. E aí eu não consegui fazer enviar a atividade, e a gente acabou também voltando um dia depois, voltamos ontem por causa estava com medo de ter algum problema aqui com 7 de setembro, e o Caetano pequeno no carro, fiquei com medo de ficar preso na estrada, algo assim. E ontem foi caótica a volta com ele, que não aceitava ficar na cadeirinha, a gente veio parando muito na estrada. Dito isso, o que me perguntaram na semana passada, por isso que eu deixei uma mensagem em português sobre a dissertação, no caso, o Henrique já conhece bem, Ana Carolina, eu não me lembro se já foi minha aluna, a Adrilane acho que foi só como ouvinte, se não me engano, e sobre a dissertação. Então, semana que vem, nós vamos ter aula na terça e na quinta. Na terça vai ser esse seminário, eu chamo de seminário, debate, sobre a obra da dissertação, então pode ser que fique confuso para alguns de vocês, mas principalmente quem não foi meu aluno. Não é um seminário que se tenha que preparar algo para apresentar. É só uma sessão para troca de ideias, para conversar sobre a obra. Eu faço isso uma semana antes de vocês me entregarem o sujet, né, o tema da dissertação de vocês. Então, seria uma maneira para aqueles que estão com dificuldade em encontrar um tema, ou tiveram alguma dificuldade na leitura da obra, é um momento que a gente tem para discutir a obra. Características principais, possibilidades de análise. Hannah acabou de entrar e eu estou aqui falando um pouquinho sobre a pergunta que você me fez sobre a dissertação. Então, não é nada que exija preparação. O que é preciso para esse debate é a leitura da obra, né? Imagino que vocês já tenham começado a leitura a partir do momento que vocês escolheram que obra ler. Eu sei, me parece que hoje estão inscritos na disciplina 24 estudantes, e pelo que eu conferi no Google Drive, só 22 pessoas escolheram a obra. Então, cuidem para ver se escolheram, se não escolheram. Hoje ou amanhã eu costumo fazer isso, marcar o nome de vocês no canal referente à obra, né? Então, vocês devem receber uma notificação por serem citados ali no canal, que é lá que a gente vai fazer essa reuniãozinha, porque aí a gente faz separado, né? Cada grupo em torno de uma obra se reúne separadamente dos outros na terça-feira. E aí eu vou passando de grupo em grupo, vendo como está a debate, conversa, esclareço algumas dúvidas, etc. A preferência, o que eu tenho feito até aqui, é que a discussão seja em francês, porque seria um espaço também que vocês têm para poder praticar um pouco mais o francês na aula de literatura, que acaba, principalmente nesse modelo online que eu vim reclamando recentemente, que a aula tem ficado
muito centrada em mim, eu preferia que houvesse mais debate, mais troca, mais participação, mas eu entendo que a gente tem tido essa dificuldade, né, com o modelo online. Então, eu acabo ocupando o espaço, falando mais, dando aulas mais expositivas. Então, vamos fazer o esforço para que o debate se dê em francês. Tá? Claro que não vou ficar avaliando se está falando certo, se não está, mais a prática mesmo e procurem se soltar sem se julgarem. Né? Então, o que vai estar em jogo é a troca de ideias e, como eu disse, essa atividade ela é avaliada só como participação. Então, quem puder participar sincronamente, esteja presente na aula às 8 da manhã, e quem não puder, mande um comentário até segunda-feira, né, para contar ali, porque aí os outros participantes leem, veem qual é a opinião de vocês, ou qual é a questão que vocês compartilharam, e podem comentar também algo do tipo. Tá? Então, a ideia desse seminário é essa, mais discutir a obra e promover essa troca de informações, dúvidas, e etc. Ok? Alguma dúvida sobre essa atividade? E, na verdade, enquanto vocês pensam se tem alguma dúvida, as atividades da dissertação já estão todas prontas. Se não me engano, vocês já receberam notificação desse seminário e do sujet, não é? E aí todas as atividades vão se desenrolar da mesma forma. Então, vocês recebem a notificação da atividade, tem lá o prazo final para a entrega da atividade, tem um documento Word editável, vocês respondem ele mesmo e enviam. Não se esqueçam de enviar atividades. Vocês já estão habituados com a plataforma Teams, mas não sei nem se todos os professores usam como meio, né, de envio para atividade. As outras já estão programadas, mas eu não quis jogar tudo de uma vez para não gerar confusão, ansiedade. Então, a cada etapa eu vou paro um pouquinho, explico o que é esperado de cada etapa e vou tirando as dúvidas, né? Em vez de deixar um monte de dúvida acumulada ou trazer muita informação e trazer ansiedade, vamos etapa por etapa. Né? E se tiverem alguma dúvida também, alguma coisa, peguem aquele videozinho que eu compartilhei sobre a dissertação, ali tem muita informação, acho que suficiente. E uma última coisa que, aproveitar que estou falando em português, são duas coisas, na verdade. Uma de novo, Hannah me perguntou sobre leituras literárias, de como se aprofundar em literatura. E o que eu teria para dizer, porque para muitos de vocês essa é a primeira disciplina de literatura francesa, né? Na verdade, vocês acabam antecipando as brasileiras e portuguesas, né? Então, a literatura francesa nem sempre é a primeira disciplina de literatura que vocês têm na universidade, né? Às vezes é a primeira do francês, mas não a primeira da universidade. E eu tive uma troca de mensagens aqui no fim da semana com a Hannah sobre dicas de leitura, por onde começar, o que começar. E eu tinha falado com a Hannah que não tem muita ordem. O conhecimento literário, eu estou falando disso porque eu vou chegar a um ponto depois.
O conhecimento literário ele é feito muito por acúmulo e conexões, né? A partir desse acúmulo de leituras, de conhecimento, a gente vai tecendo relações e acaba que esse conhecimento ele se dá muitas vezes de uma maneira muito pessoal, né? Por mais que a gente esteja na universidade, tenha metodologias de estudo e pesquisa sobre literatura, há uma margem grande que funciona com base na experiência pessoal e subjetiva, nesse caso. Então, não existe necessariamente uma ordem a seguir para se aprofundar em literatura. Eu até comentei com a Hannah como, em geral, os alunos hoje chegam na Universidade de Letras sem tanta bagagem de leitura literária. Às vezes a gente tem um pouco essa impressão de não ter fundamentos ou se sentir um pouco perdido, mas à medida que a gente vai, quanto mais a gente lê, mais a gente estrutura essas leituras todas, né? Por outro lado, quem pretende, porque pensando no currículo de francês, a literatura ela pode entrar como um meio de entrada ou de aprofundamento na cultura da França ou da francofonia aqui, porque, né, a gente tem aqui disciplinas sobre Antilhas, Quebec, Áfricas, não só francesa, né? E então pode funcionar simplesmente como o que a gente chama na didática do ensino do francês da interculturalidade, né? Que é um meio de vocês entrarem na cultura daquela língua, né? Seja francesa ou francófona de uma maneira geral. Então, nesse caso, acho que a sistematização não é tão importante assim, né? Porque são informações aqui e ali, né? Agora, quem realmente tem interesse em literatura, pretende, às vezes, depois fazer um mestrado, um doutorado, aí a gente já precisa de um pouco mais de sistematização. Quando eu falo sistematização, é conhecer um pouco melhor a história da literatura francesa, essa divisão que a gente tem feito aqui de movimentos, autores, que autor veio primeiro, outro veio depois, que movimento, né, nos movimentos, quais são os autores principais, características gerais desses movimentos, coisas assim. Então, a gente precisa de uma ordenação maior, que é um pouco o objetivo dessa disciplina aqui, que se dá de maneira mais histórica, né? Panorama. E tanto, Hannah, que não tem ordem precisa para isso, que eu tenho feito a disciplina de panorama de trás para frente, né? Poderia ser mais confuso, mas poderia até saltar do século XX para o XVII, depois para o XIX, volta no XVIII. Não tem tanto problema, a gente acaba depois organizando essas coisas na cabeça, né? É claro que também, quando a gente ensina, a gente tem que ter esse cuidado didático para que o conteúdo seja assimilado da melhor maneira. Então, isso um pouco pensando nisso, em quem tem interesse maior em literatura, quer se aprofundar um pouco mais, e para os outros também, porque não, né, às vezes a gente tenta, principalmente os professores de literatura, a gente tenta colocar a literatura num lugar especial, mas que para algumas pessoas ela não tem esse lugar especial, né? Então a gente tem que aceitar também que nem todo mundo gosta de literatura. Eu tive um professor de alemão na graduação na UFMG que detestava literatura. Era professor de alemão, excelente professor, mas não gostava de literatura. Então, um pouco isso, assim. E quem tiver interesse pode me procurar a Glória, o Sidney.
pensar em possibilidades de pesquisa, PIBIC, algo assim, e à medida que vocês vão, sei lá, aprofundando um pouco aqui, vão entendendo melhor acolá. Né? Acho que a partir, acontece muito isso, a gente não tem condição de se aprofundar em todos os aspectos, mas às vezes aprofundando em um, outros vão ficando mais claros. Né? E esse era o ponto que eu ia chegar. Eu comecei o semestre, estava com a expectativa de fazer um grupo de estudos logo de início do semestre, mas com a coordenação Caetano Pequeno, ainda não consegui me organizar. E eu tenho duas alunas que estão iniciando o PIBIC agora. Uma vai estudar a Leila Slimani, que é uma escritora contemporânea francesa, que tem um romance famoso, premiado, que é o Chanson Douce, que eu trabalhei em romance, alguns de vocês aqui fizeram romance comigo, leram a obra, e a outra vai trabalhar com o Dalila Ferrier, que é um escritor haitiano radicado no Quebec, também contemporâneo. Né? E aí, esse mês de setembro, eu pedi para elas revisarem o projeto, irem atrás de bibliografia e tal, e aí no fim de setembro eu vou fazer com elas uma reunião de metodologia de pesquisa, e aí eu vou abrir essa reunião e vou fazer essa reunião com uma abertura desse grupo de estudos. A minha ideia com o grupo de estudos era muito mais leitura ao longo do semestre, mas provavelmente a gente deve ter uns 3 ou 4 encontros só para leituras específicas. Eu devo... não vou antecipar, não, porque depois eu mudo de ideia, ainda não fechei o programa, mas eu aviso aqui para vocês, provavelmente vai ser uma sexta-feira à tarde. Quem tiver interesse, aí eu vou fazer uma aula, vai ser uma aula de português, uma aula assim, uma apresentação e debate. Para quem tiver interesse em estruturar um projeto de PIBIC ano que vem, ou se já estiver terminando a faculdade e quiser pensar num projeto de mestrado, a ideia vai ser um pouco essa de metodologia de pesquisa para pesquisa em literatura, certo? Que difere um pouco de metodologia de pesquisa em outras áreas, né, científicas, ou mesmo de ciências humanas. Então, a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças mesmo com outras áreas das humanidades, né, como ciência política, história, por exemplo, a gente tem semelhanças e diferenças. Alguma dúvida, algo que vocês queiram me perguntar antes da gente começar aqui? Oui, je me rappelle que dans la discipline littérature française, poésie, vous avez laissé un lien avec beaucoup de travail académique qu'on pourrait utiliser comme source bibliographique. Je voudrais savoir si vous avez l'intention de nous offrir quelque chose de pareil. Oui, en fait, Eric, c'est dans l'activité sur le sujet de la dissertation. Je vous montre ça tout de suite. Je partage ici la fenêtre concernant ici Microsoft Teams. Donc, vous voyez ici ma plateforme. Nous sommes ici dans l'équipe Panorama et en fait, ici, vous pouvez entrer dans le canal dissertation, contrôle d'activité. Et comme vous voyez, c'est déjà disponible l'activité sur le débat, le séminaire débat. En fait, ici, c'est juste pour mon contrôle des notes, d'accord? Parce qu'il n'y a rien à rendre dans cette activité ici. Mais dans l'activité concernant le sujet de la dissertation, je vais afficher ici le devoir. Et je vais vous montrer l'affichage des étudiants. Parce que ici, c'est pour moi, comme un professeur,
et affichage de l'étudiant. Donc, Henrique, ici, c'est ce que vous allez voir tout au début, les instructions générales. Vous trouverez toutes les consignes dans le document Word de l'activité, c'est ici tout en bas, et les critères d'évaluation. Donc, cliquant sur les sujets, vous avez ici, dans le document Word, tu vois ici, dissertation de littérature française panorama. Ah, ici, c'est pas correct, c'est 2020. Je vais corriger ça tout à l'heure. L'œuvre choisie, vous mettez ici le titre de l'œuvre choisie et l'auteur. Liste de plateformes de recherche. Avant de proposer votre sujet d'analyse, faites une recherche bibliographique sur les plateformes indiquées ci-dessous afin de répertorier quelques articles qui vous aideront dans votre analyse. Então, tem aqui a Gallicat, Percé, Érudit, Cairn, JSTOR, Google Scholar, Cielo, Library Genesis e Archivo Verta HAL. Aqui, essas plataformas, eu vou aproveitar a pergunta do Henrique explicar, elas não são todas a mesma coisa, né? A Gallicat, por exemplo, é uma plataforma da Biblioteca Nacional Francesa, ou da França, e nela vocês encontram disponíveis obras que não tenham mais direito autoral. Então, por exemplo, obras mais antigas, a lei do direito autoral na França é 70 anos após a morte do autor. Então, hoje, 2021, voltem 70 anos, aí a partir daí para trás, a gente encontra praticamente todas as obras publicadas na França. Percé, Érudit, Cairn, JSTOR, Cielo também, são plataformas de artigos acadêmicos, né? Essas plataformas aí, a Percé é francesa, o Érudit, se não me engano, é canadense, o Cairn, eu não sei exatamente de onde vem. Então, essas aqui, Percé, Érudit, Cairn, vocês vão encontrar basicamente material em francês, porque são plataformas de língua francesa, né, canadenses ou francesas. JSTOR, vocês vão encontrar muita coisa em inglês e muita coisa paga. Obviamente, eu não estou pedindo vocês para pagarem. O que eu faço muito com a JSTOR é usar como pesquisa e depois eu coloco a referência do artigo, nome do autor e título, e às vezes eu consigo disponível para baixar em outro site gratuitamente, né? O Google Scholar, esse Google acadêmico, né, que vocês vão encontrar às vezes obras inteiras e tudo mais. Cielo é a nossa plataforma aqui brasileira de artigos acadêmicos, então é possível que vocês encontrem artigos em português. É possível, não, é mais provável. A Library Genesis é o que, entre amigos, a gente lida muito com o site russo. Aqui vocês vão encontrar obras inteiras em diversas línguas, muita coisa disponível, obviamente, não vou entrar na legalidade do site, mas tem outros sites que vocês conhecem, o Scribd, que mais? E tantos outros aí, mas aqui bonjour, exatamente, Ana Carolina, e eu descobri um outro que eu não coloquei aqui, eu vou ver se eu atualizo a lista, porque eu descobri um outro que é confiável, não tem vírus, e a gente encontra muito material. E dito isso, por que eu indico essas plataformas que o Henrique perguntou? Porque esse trabalho de dissertação é uma introdução que eu faço na disciplina à pesquisa acadêmica, né? Por mais que
na leitura das obras, na discussão, eu deixo a coisa muito livre, eu entendo que na literatura tem todo um lado que é de compreensão afetiva, sentimental, subjetiva das obras e da experiência da leitura. Por outro lado, a gente tem, na universidade, tem que seguir alguns protocolos acadêmicos. Então, por isso que eu não abro mão da dissertação e que eu insisto tanto nela, né? Eu acho que não dá para sair da universidade sem saber escrever academicamente e sem saber fazer pesquisa acadêmica. E um pouco dessa pesquisa não se reduz à pesquisa sobre literatura. Então, posteriormente, vocês trabalhando como professores de língua francesa ou trabalhando com outras coisas, se precisarem fazer uma pesquisa, acho que isso ajuda vocês de alguma forma, né? E o modelo que eu trago de dissertação não é o único, não é verdade absoluta, mas é um formato que eu desenvolvi ao longo das disciplinas aqui, que eu acho que permite a vocês chegarem ao formato de um texto acadêmico, passando por essas etapas da escolha do tema, da pesquisa bibliográfica, da estruturação do trabalho e da ideia do trabalho na cabeça. Então, acho que isso é para dar ferramentas para que, futuramente, se vocês precisarem fazer alguma outra pesquisa, acadêmica ou não, talvez isso ajude, eu acredito que vai ajudar. E por que essas plataformas? Porque, para um trabalho acadêmico, a gente tem que ter cuidado com as fontes. Igual no jornalismo, eles falam tanto, né, nas fontes jornalísticas, como que eles falam? As fontes, né, que podem ser pessoas como documentos, arquivos e tudo mais. Para a gente, as fontes primárias são as obras literárias e as outras são obras de história da literatura, obras críticas, de crítica literária simplesmente, ou de trabalhos mais acadêmicos, como artigos, etc. E a maioria desses artigos que estão disponíveis nessas plataformas são artigos avaliados, né, que passaram por uma seleção, as pessoas enviam os trabalhos, normalmente tem 2 pareceristas que verificam, né, que leem e avaliam o trabalho. Normalmente, eu, por exemplo, sou parecerista de algumas revistas, então eles mandam para a gente trabalhos que tenham a ver com a área de estudo, trabalho, pesquisa né, dos pareceristas. Então, a gente tem um conhecimento da área, recebe um artigo, lê, verifica se as informações batem, se são né, estão de acordo com a fortuna crítica daquele escritor ou daquela obra, se o texto faz sentido, se está bem escrito, se não está, se tem erros de fundamentação, às vezes metodológica, às vezes histórica, né, na obra. Por exemplo, eu revisei um trabalho sobre o Cellini, que foi o autor que eu trabalhei no meu doutorado, e tinha problemas sobre a biografia do autor, porque o autor, pelo que eu pude ver, ele baseou a nota biográfica dele na introdução biográfica que tem, né, na tradução brasileira do Viagem ao Fim da Noite, que tem imprecisões. Então, eu tive que fazer algumas correções, sugerir correções, o autor corrigiu e foi publicado depois. Então, funciona assim. A questão é que esses artigos acadêmicos publicados em revista, né, a gente encontra o nome do autor, o nome o título do artigo, a revista em que foi publicado, data, etc., isso dá uma confiabilidade maior àquele texto. Né? É diferente de encontrar um texto, um comentário num blog qualquer, que não tem nem o nome do autor, não tem as referências que foram usadas,
Então, da mesma forma que, por exemplo, como eu estava dizendo, né, no jornalismo, tem esse cuidado com a fonte. Você ouve um boato sobre a atualidade política. Então, o jornalista vai lá, liga para as fontes, quem está dentro do governo pergunta, é isso mesmo, tal ministro vai ser demitido? Vai, a demissão sai amanhã, aí solta o furo. Aí, no dia seguinte, a gente vê que o ministro foi demitido. Né? Então, a gente vê que a fonte é confiável. Basta pensar em toda a discussão sobre fake news também. Né? Que se publicam fatos, fatos não, né? Informações que não encontram um respaldo na realidade. Então, isso está aí um problema jornalístico ligado a problema de fontes e de verificação. Né? Outra coisa seria no campo da história, né? Que a gente usa documentos para poder justificar o curso da história, vamos dizer assim. Então, para a gente aqui, trabalhando com literatura, é importante isso. Eu estava pensando em outra coisa, por exemplo, aqui com o Céline, né? Eu acabei de falar nele, essa obra são as cartas de Céline publicada pela Pleiade, como é que chama, gente, a editora? Fugiu o nome aqui. Gallimard. Foi só abrir a capa aqui que lembrei da Gallimard. É uma edição crítica, então versões do mesmo texto foram comparadas para ver qual é a mais fidedigna aquilo que o autor escreveu. E às vezes a gente pega na internet versões que não trazem lá a data de publicação, que editora publicou, e aí a gente descobre que tem erros, coisas assim. É claro, né, a maior parte, eu imagino aqui, das obras que eu disponibilizei para vocês não são edições críticas, mas são edições publicadas e com referências. Então, um pouco desse cuidado com a edição daquele texto literário, né? A obra é confiável e a literatura, não vou usar literatura, vamos dizer assim, as fontes bibliográficas são confiáveis, aí a gente pode usar no trabalho. Por isso que vocês vão ver, isso está no próprio programa da disciplina, a avaliação da dissertação ela tem os critérios de avaliação e tem depois os critérios de redução da nota. E uma delas é a qualidade ou a má qualidade das fontes utilizadas. Então, se eu vir nas referências bibliográficas, site, blog, coisas assim, eu vou reduzir a nota, porque é um trabalho acadêmico e é preciso que se use fontes acadêmicas e confiáveis. Então, aí por isso também, às vezes pode parecer metódico demais ou obsessivo, isso que eu trago para vocês, mas é uma tentativa de introdução nesse mundo do rigor acadêmico, para dizer assim. Né? Então, por isso que eu insisto também. E aí, para terminar, muitas vezes eu acabo falando demais, não precisa, vocês vão me entregar um trabalho, uma dissertação de 5 páginas. Então, não é preciso que vocês citem 10 obras, que leiam 20 artigos, não. Podem fazer um trabalho bem pontual, um trabalho bem ciblé, assim, tipo, focado, né, com um alvo fixo. Então, por isso que eu sigo mais ou menos esse percurso. Então, leitura da obra,
e discussão com os colegas e comigo, semana que vem. Aí vocês têm uma semana para fazerem uma pesquisa bibliográfica e decidirem um tema. Por que eu estou pedindo pesquisa bibliográfica e tema ao mesmo tempo? Porque, às vezes, vocês podem, a partir da leitura, já definir um tema, ou vocês vão ler o livro, não sei muito bem o que trabalhar. Vocês começam a fazer uma pesquisa sobre a obra nessas plataformas e vocês vão ver, tem vários artigos sobre tal aspecto da obra, então eu vou trabalhar esse aspecto também. E como eu venho repetindo muitas vezes, eu não peço que o trabalho seja original. Então, vocês não precisam analisar um aspecto que não foi nunca, jamais na história da literatura analisado naquela obra. Não, o trabalho é muitas vezes simples. Pode ser um tema que já foi trabalhado muitas vezes, e o que vocês vão fazer é expor de que forma isso foi entendido e sistematizar, resumir, sintetizar e colocar a opinião de vocês de alguma forma. Como? E eu estou devendo para vocês um modelo, não um modelo, né, a seguir, mas um exemplo. Eu estou precisando escrever para uma dessas alunas do PIB que pediu o trabalho dela, que ela me autorize a compartilhar com vocês, mas eu faço isso hoje ou amanhã. Tá? Isso. E aí, para essa pesquisa um pouco são esses assuntos com mais detalhe que eu vou tratar nessa reunião do PIBIC no final de setembro. Infelizmente, vocês já vão ter feito algumas etapas da dissertação. Mas, obviamente, como eu disse aqui, vocês não precisam ler 20 artigos sobre a obra ou sobre o tema que vocês irão escolher. Mas aí vocês podem fazer uma leitura estratégica. Normalmente, os artigos acadêmicos têm um resumo. E esse resumo, normalmente, tem ali, sei lá, 10 linhas, algo assim. Então, leia um título. Pareceu interessante. Dá uma olhada no resumo, porque o resumo, normalmente, as pessoas colocam quais são os objetivos, qual o tema do trabalho, a metodologia usada e os resultados alcançados. Né? Então, vocês podem dar uma olhada no resumo. Pareceu interessante. Leia a introdução, conclusão, depois o desenvolvimento do trabalho. Eu costumo fazer assim. Né? Se for do interesse, vocês podem ler do início ao fim, direto, né? Algo assim. Porque, às vezes, no próprio resumo, a gente já descarta algumas coisas. Né? E se continuar parecendo interessante, vai para a introdução, talvez a conclusão, ou dá uma folheada no texto, vê os subtítulos das partes que podem trazer alguma informação relevante. E com isso vocês selecionam 2, 3 ali que possam ser de maior interesse. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Ana Carolina perguntou se as referências francesas a gente cita segundo o modelo da BNT. Sim, eu só trabalho com a BNT. Porque já é complicado o suficiente a gente lidar com a BNT. Né? E aí isso varia de revista para revista, de país para país. Então, e como a gente acaba publicando mais aqui no Brasil mesmo, vamos trabalhar com a BNT. Depois eu não sei se isso já está disponível em alguma das atividades da dissertação, mas eu posso publicar depois de novo, que tem um material elaborado pela biblioteca da UNB, em PDF, disponível na internet, eu compartilho com vocês, porque ali tem o básico a seguir. Né? Não precisa, obviamente, ler lá o manual inteiro da BNT. Tem o básico para citar livro, artigo, capítulo de livro, é basicamente o que a gente precisa.
Tá? Não precisa mais do que isso e a gente segue a BNT. Mais alguma coisa sobre a dissertação? Non? Ça va? D'accord. Voilà, donc, aujourd'hui, certo, ficou claro. E aí, gente, o que eu tinha falado também é que não fiquem com dúvidas. Me escrevam, se preferirem me escrever no privado, no chat, pode escrever. Se quiserem compartilhar a dúvida geral, podem me escrever ali no canal geral da plataforma, que eu respondo para todo mundo. No caso, Cíntia que me mandou essa dúvida, né, sobre a dissertação, e eu aproveitei a dúvida, porque eu sei que outros poderiam ter, e compartilhei com geral, vamos dizer assim, né? E Marcos, não, ainda não. Eu falei aqui no início que tinha contado fazer isso no feriado, e para onde eu fui fiquei sem conexão. Então eu posto até amanhã, porque eu vou ter uma comunicação para fazer num congresso amanhã de manhã, então eu não sei se hoje ainda eu consigo postar a atividade do L'Étranger. Mas no mais tardar amanhã, e aí eu devo dar até o início de outubro, algumas semaninhas aí para vocês se organizarem e fazer. Tá? Mais alguma dúvida? Ou podemos começar? D'accord. Donc, je change ici la fenêtre partagée. Aujourd'hui, on commence avec Stallone. Voilà. Avant, je vais projeter ici le programme de la discipline. Voilà. Só mais um recado, desculpa, enquanto eu estou aqui preparando as telas. Em setembro, agora, na semana de 20 a 24, eu não vou dar aula. Então, eu vou remanejar as datas para a gente não perder a aula que está programada para o dia 25, 24 de setembro. 23, estaria previsto para o dia 23. Então, semana que vem a gente já tem 2 aulas, porque na terça vai ser o debate sobre as obras e na quinta a segunda aula sobre o romantismo. Eu previ 2 aulas sobre o romantismo, hoje e semana que vem. Então, na semana de 20 a 24, a gente não vai ter aula. A aula seria no dia 23. Então, eu devo dar aula e eu vou organizar isso de novo. Aí a gente vai ter, na semana seguinte, 28 e 30 de setembro. Tá? Então, a aula que seria no dia 23, eu vou jogar para o dia 28, não é isso? Isso, o que seria 23 vai para o dia 28. Aí a gente vai ter, na última semana de setembro, aula dia 28 e 30. Ok? De qualquer forma, a aula fica gravada. Quem não puder assistir na terça, assiste ao vídeo depois. Voilà. Donc, c'est déjà disponible ici. Le programme. C'est parti. Et donc, nous avons fini le XXe siècle. Comme je termine ici la discussion, moi, j'ai privilégié, je vais changer ici la couleur. Ouais, ça va. J'ai privilégié le surréalisme et l'existentialisme parce que, comme nous avons cette discipline
historique du 16e au 20e siècle, ce n'est pas possible de tout voir. Donc, nous avons discuté ou vu le surréalisme, l'existentialisme et l'absurde. Les nouveaux romans et l'Oulipo, nous n'avons pas vu. Je laissé ici comme les grands courants du XXe siècle parce que le nouveau roman, c'est aussi important et l'Oulipo aussi. Par contre, pour ceux qui vont faire la dissertation sur Alain Robbe-Grillet, pour l'instant, si je ne me trompe pas, il n'y a que Marx qui a choisi Alain Robbe-Grillet. Et Alain Robbe-Grillet est un représentant du nouveau roman. Possiblement, si vous... ça dépend du professeur qui offrira la discipline de roman. Moi, par exemple, je parle assez souvent du nouveau roman dans la discipline de roman. Et l'autre, c'est l'Oulipo. C'est un mouvement de poésie je dirais, de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça s'appelle, l'Oulipo vient de ouvroir littéraire. Oulipo, c'est ouvroir de littérature et poésie, quelque chose comme ça. Ça m'échappe maintenant les noms de ces mouvements. Et c'est un mouvement assez intéressant qui voit la poésie plutôt comme un exercice de langage. Et ils vont faire comme les surréalistes qui ont développé plusieurs exercices, plusieurs activités de production littéraire comme noter les rêves, le cadavre exquis, l'écriture automatique, etc. Les poètes ou les écrivains de l'Oulipo ont développé d'autres jeux de langage comme déclencheurs, comme Garchidus, de la production littéraire, la production poétique. Les cas les plus célèbres dans ces mouvements, c'est les romans, ce n'est pas un poème, c'est un roman comment ça s'appelle? C'est la disparition. Voilà, merci Gabriel. L'ouvroir de littérature potentielle. Le Oulipo, c'est potentiel. Et c'est Georges Perec. Et les romans s'appellent La disparition. C'est un roman entièrement écrit sans la lettre E. Donc, la contrainte d'écriture, c'est dès qu'il y a un mot ayant la lettre E, il faut changer et trouver d'autres moyens d'expression sans utiliser des mots ayant la lettre E. Donc, c'est très compliqué, comme vous voyez. Ça, c'est un exercice et il y en a d'autres. Mais c'est un mouvement intéressant, drôle, etc. Et j'ai mis ici quelques grands auteurs, Proust, Céline et ça, les grands auteurs en fait, les grands auteurs de prose, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les poètes comme nous avons vu Breton, Aragon, etc. Cela dit, par rapport au XXe siècle, parce que c'est ce que j'ai choisi pour le XXe siècle. C'était impossible de tout voir. Pour le XIXe siècle, nous avons comme grand courant le romantisme, le Parnasse, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme. Ici, on va voir rapidement, on va survoler plus ou moins tous ces mouvements. Surtout le romantisme, le Parnasse et symbolisme, et le réalisme, naturalisme et Zola comme représentant. Ici, je vous explique, une fois qu'on
on entre dans le 19e siècle, parce que le romantisme, c'est un mouvement, comme on va voir aujourd'hui, qui est poétique, romancier. Nous avons des expressions du romantisme dans la poésie, dans les romans et dans le théâtre. Et les autres mouvements ici, le Parnasse et le symbolisme, sont deux mouvements à la base poétique. Nous avons un roman très célèbre qui s'appelle Arébourg, qui est un roman symboliste. Il y a quelques pièces de théâtre symbolistes aussi, mais qui n'est pas très représentant du mouvement. C'est pour ça que j'ai décidé de parler du Parnasse et du symbolisme ensemble. Et réalisme et naturalisme, deux mouvements fondamentalement de prose. Et il y a aussi une espèce de développement du réalisme dans le naturalisme. Donc, il y a un enchaînement logique entre ces deux mouvements. Raison pour laquelle j'ai organisé plus ou moins de cette façon. Cela ne veut pas dire qu'on suit romantisme, Parnasse, symbolisme, réalisme, naturalisme, l'ordre chronologique de ces mouvements. L'ordre chronologique. Et en plus, nous avons déjà parlé au début du semestre de la périodisation en littérature. Et didactiquement, assez souvent, on fait croire que l'évolution littéraire se donne de cette façon chronologique et linéaire. Ce n'est pas le cas. Et assez souvent, il y a la cohabitation de deux mouvements en même temps. D'accord? Raison pour laquelle il faut assez souvent être systématique par rapport, au moins, moi ici, en tant que professeur, j'aime bien laisser clair certaines dates parce que ça laisse voir la coprésence de deux ou trois mouvements en même temps. D'accord? Mais en même temps, il faut les séparer pour les étudier. Et le problème de les séparer comme ça, c'est que ça donne la fausse impression de linéarité ou de chronologie linéaire, n'est-ce pas? Et en fait, c'est pas forcément comme ça. Parfois, il y a deux mouvements qui se cohabitent, n'est-ce pas? Et même, comme vous allez voir, nous avons certains écrivains qui dialoguent avec plus d'un mouvement en même temps. Ça arrive aussi. Cela dit, on entre aujourd'hui dans le romantisme. Et je vais essayer, avec cette exposition sur le romantisme aujourd'hui et la semaine prochaine, de travailler sur les lieux communs, c'est-à-dire les idées reçues du romantisme, lieux communs, lugares comuns ou les clichés, n'est-ce pas? Où les idées reçues são ideias préconcebidas par rapport au romantisme. Et je vais travailler avec ça et vous présenter une vision un peu plus critique du romantisme. Et je vais essayer de vous montrer le romantisme comme un mouvement beaucoup plus riche et intéressant encore aujourd'hui. Et quand je parle d'idées reçues à propos du romantisme, assez souvent, on va penser au romantisme comme souffrance. Cette souffrance, elle peut être une souffrance amoureuse, une souffrance existentielle, n'est-ce pas? Une certaine... on parle assez souvent du mal du siècle, n'est-ce pas? Au mal du siècle. Une mélancolie présente dans plusieurs expressions poétiques ou littéraires.
une autre idée reçue du romantisme, c'est l'idéalisation de la femme, n'est-ce pas, etc. Et en fait, je vais essayer de vous montrer comment le romantisme, ou quelles sont les innovations apportées par le romantisme et qui ont changé de manière catégorique la littérature à partir du romantisme. Cela dit, je vais commencer tout d'abord, et là je change l'écran partagé ici, la fenêtre partagée. Et donc, je vais entrer ici dans ce livre de Yves Istaloni. Ce livre, il est entièrement disponible quelque part dans notre salle, dans le archive, dans les fichiers ici. Et, pardon, c'est pas ici. Voilà. Et j'augmente ici la taille de la police. Oups. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu pour garder la phrase, voilà, dans la même page. Et donc, nous avons ici, on commence le 19e siècle avec les romantismes. C'est très important, je n'avais pas souligné ici, et je le fais tout de suite, je mets en bleu ici. Parce que le romantisme historique couvre approximativement la première moitié du 19e siècle et nous avons presque une date de naissance, c'est 1820, et la date de décès du mouvement, 1843, si on veut chercher des dates précises. Et c'est intéressant, souvenez-vous, du début du semestre, j'avais commenté l'introduction de ce même livre de Yves Istaloni, École et courants littéraires. Et je vous ai expliqué rapidement certains concepts comme mouvement, école, tendance, etc. Et le romantisme peut être considéré un mouvement, pas comme une école, parce que nous n'avons pas un leader du mouvement romantique comme André Breton était un leader pour le mouvement surréaliste, ou Jean-Paul Sartre était un leader pour l'existentialisme. Et ici, dans le romantisme, on aura quelques figures très importantes comme Lamartine, Victor Hugo, Musset, Vigny, qui d'autre, entre autres poètes et écrivains. Il y aura des différences entre la littérature de ces écrivains et aussi nous avons des différences esthétiques, etc. Par contre, c'est un mouvement parce qu'il y a une identité esthétique et spirituelle entre ces écrivains. Et quand on parle de date de naissance et date de décès, de mort du mouvement, c'est comme je vous ai parlé aussi au début du semestre, quand on parle d'histoire littéraire, on a l'option d'utiliser une organisation par siècle, 1800 à 1899. On peut utiliser les événements de l'histoire politique comme la chute de l'Empire de Napoléon et la Première Guerre mondiale, par exemple, ou l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. L'affaire Dreyfus, on va voir dans quelques semaines quand on verra le naturalisme et Émile Zola, l'écrivain. Par contre, 1820 et 1843, ce sont deux événements littéraires qu'on utilise comme des balises pour placer le mouvement romantisme.
1820, c'est la date de publication de Méditation poétique du poète Lamartine. Je vais vous demander de lire quelques poèmes pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais présenter les idées générales du mouvement et l'esprit du mouvement. La semaine prochaine, on va reprendre cette discussion philosophique et spirituelle du romantisme et on va voir appliquer ou présent dans des poèmes. Et donc, la publication de Méditation poétique de Lamartine en 1820, ça marque la date de naissance du romantisme, mais cela ne veut pas dire qu'il y avait déjà une influence du romantisme anglais et allemand dans la littérature française. Et dans quelques minutes, je vais entrer dans une de ces influences et je vais vous montrer comment ça se fait. Et la date de décès, c'est la mise en scène d'une pièce de Victor Hugo, n'est-ce pas? Et cela ne veut pas dire que ça n'existait pas, l'influence romantique, déjà avant 1820, et il y aura encore de manifestations littéraires romantiques après 1843. D'accord? Ce sont juste des balises qui montrent peut-être le moment le plus important du romantisme. D'accord? Cela dit, nous avons ici avec Yves Stalloni, on peut légitimement s'étonner qu'un courant aussi durable, aussi important, aussi ancré dans les consciences que le romantisme se prête si mal à une définition claire. Il va nous apporter ici cette idée de la difficulté des définitions du romantisme, mais peut-être on verra que ce n'est pas si difficile comme il le dit. Mais ce qui est, moi, je voudrais mettre en relief dans ces débuts, c'est un mouvement durable, important, et l'idée d'être ancré dans les consciences. Ça, c'est intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, ces problèmes liés aux idées reçues du romantisme, c'est-à-dire que nous avons quelques préjugés quand on parle de romantisme. Et quand on se dit lire un poète romantique, c'est pas très intéressant aujourd'hui, mais on verra la présence de plusieurs éléments développés dans la littérature de cette époque qui sont présents encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a déjà dans le romantisme un débat entre romantisme et classicisme. C'est presque un débat historique, c'est-à-dire un débat des temporalités. Le romantisme va surgir comme un mouvement d'innovation poétique, littéraire, et assez souvent, ils vont rompre avec la tradition classique qui existait avant. D'accord? Cela dit, avançons ici tout un petit peu. Ah oui, ici c'est intéressant. Je vais augmenter la taille de la police. Voilà. Voilà, très bien. Ici, en jaune, tout en bas. Sans doute, y a-t-il toujours eu des tempéraments et des sensibilités romantiques dans le sens du terme qui implique prédominance de la passion sur la sagesse raisonnable. Ici, c'est intéressant parce que on utilise
les mots tempérament et sensibilité, n'est-ce pas? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un type de tempérament passionné et de sensibilité. C'est-à-dire, quand on parle de sensibilité, c'est la façon de comprendre le monde, qui sera basée beaucoup plus sur la sensibilité, l'intuition, l'imaginaire ou l'imagination que la raison pure et simple comme c'était dans les Lumières, n'est-ce pas? Et c'est intéressant quand il dit ici, sans doute il y a toujours eu des tempéraments et des sensibilités romantiques, né? Sempre houve temperamentos e sensibilidades românticas. Et on peut dire aussi qu'il y aura toujours, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien la chanson Exagerado de Cazuza, qui est une chanson, on pourrait dire, romantique, n'est-ce pas? La passion, l'exagération du sentiment présent dans la chanson nous permet de dire que Exagerado est une chanson dans l'esprit romantique, n'est-ce pas? Exagerado, jogado aos seus pés, etc. N'est-ce pas? Et voyons ici, un terme qui implique prédominance de la passion sur la sagesse raisonnable, attrait de l'étranger, de l'étrange. Ici, c'est attrait de l'étrange, c'est une attraction, une attirance pour tout ce qui est étrange, tout ce qui est différent. Insatisfaction du présent. Et ici, j'explique chaque partie. Passion sur la raison. Un attrait de l'étrange, une attirance pour tout ce qui est bizarre. On verra ça dans la pratique après. Ce n'est pas toujours, d'accord? Ce sont des caractéristiques qu'on peut retrouver dans différents poèmes. Ce n'est pas toujours, on va retrouver cette attirance ou cette attraction pour ou de l'étrange ou du bizarre. Insatisfaction du présent. Si on n'est pas satisfait du présent, soit on projette dans l'avenir. En fait, il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? Si on est insatisfait du présent, on peut revenir dans le passé et ça va nous donner quelque chose de mélancolique. On peut s'évader dans l'imagination, dans le rêve, ce qui est possible aussi, ou projeter dans l'avenir, dans le futur. Jouissance trouvée dans la souffrance, c'est le mal du siècle. Tout état d'âme, tout élan d'imagination, même les sentiments de la nature les plus passionnés, l'amour de la mort, les goûts de la morbidité, ont pu en effet se rencontrer dans certaines âmes il y a 10, 20 ou 25 siècles. Donc, ici, ce sont des thématiques présentes dans le romantisme et qui étaient thématiques présentes dans d'autres mouvements, dans d'autres moments de l'histoire de l'art, de la littérature, etc. Mais qui seront très importants pour le romantisme, n'est-ce pas? Et c'est intéressant ici, les goûts de la morbidité, c'est-à-dire, on va parler de la mort tout le temps. Et ça, vous verrez, par exemple, dans les poèmes de Lamartine que je vais vous demander de lire. Le lac et isolement, par exemple. Si je ne me trompe pas, c'est l'isolement qu'il y a un vers que je trouve un des plus beaux de la poésie française, qui est un seul être vous manque et tout le monde est dépeuplé, n'est-ce pas?
único ser te falta e todo mundo parece despovoado. C'est très beau, mais c'est le manque de cet être, de cette personne, c'est parce que la personne est morte. Donc, vous voyez qu'il y a ce goût de la mort. J'avance encore ici. Ici, c'est juste l'explication que l'adjectif romantique, ça va donner les substantifs romantisme, mais ça vient de l'adjectif allemand romantisch, qui est contraire au bon goût, étrange, éloigné des normes, opposé ou opposé à la mesure classique. Vous voyez que étymologiquement, cette définition de l'adjectif romantique est très proche du baroque, n'est-ce pas? Ce qui est étrange, déformé, bizarre, grotesque. Et ça va être repris par les romantismes. Voyons encore. Oui, une chose importante dans le romantisme, comme je disais tout à l'heure, si vous avez déjà remarqué la France, parce que ici, je fais le chemin envers du 20e, on recule, du 20e siècle, on recule, mais la France, peut-être parce qu'elle a été un des premiers États nationaux formés, développés, système organisé, la France a toujours, ou peut-être à cause de la cour, de la noblesse française, la France a toujours dicté les normes esthétiques, artistiques, poétiques, un peu partout en Europe. Et la langue française aussi était une langue présente dans toute l'Europe. Ça fait longtemps que c'est chic parler français, n'est-ce pas? Et c'était pareil par rapport à la dominance des critères esthétiques imposés par la France, comme les valeurs classiques, les valeurs des Lumières, la raison, etc., la philosophie des Lumières, etc. Mais les romantismes, et ça c'est quelque chose de très intéressant, si vous avez déjà suivi les cours, la discipline des romantismes dans la littérature brésilienne et portugaise, peut-être vous avez cette impression assez forte, parce que l'influence du romantisme brésilien est le romantisme français, pour plusieurs raisons. Parce que soit les écrivains brésiliens partaient au Portugal ou en France. Et les Français étaient, à cette époque, le français était peut-être la deuxième langue la plus importante au Brésil du 19e siècle. Et nous avons subi l'influence romantique française. Par contre, le mouvement romantique, ou le romantisme, n'est pas un mouvement philosophique français. C'est-à-dire que les idées, la philosophie ou les idées de base du romantisme ne sont pas françaises. C'est-à-dire que le romantisme en France est le résultat d'une influence étrangère, c'est-à-dire allemande et anglaise à la base. Et cela s'explique pour plusieurs et différentes raisons. La France a toujours valorisé, je vais dire comme ça, la culture classique. Et la culture classique est une des traditions disponibles à
l'Occident. Peut-être vous avez déjà entendu parler du livre de Nietzsche, le philosophe allemand, La naissance de la tragédie, dans lequel il organise la culture classique à partir de deux racines, une apollinienne, appartenant au dieu Apolle, le dieu de la beauté, de la perfection, de l'équilibre, etc. Et de l'autre côté, la tradition dionysiaque, c'est-à-dire qui vient de Dionysios, les dieux grecs de l'ivresse, de l'exagération, de la fertilité, etc. La France a toujours privilégié ses côtés classiques venant ou provenant de cette tradition apollinienne. C'est-à-dire que dans la littérature et l'art française, on a toujours privilégié des éléments esthétiques comme l'équilibre, l'harmonie, la perfection, la beauté. Et la beauté, en fait, c'est un concept mouvant, un concept qui a une certaine mobilité, une certaine... c'est-à-dire, le concept de beauté n'est pas pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est purement belle ou moche. N'est-ce pas? Il y a d'autres critères qui jouent un rôle pour déterminer quelque chose, si quelque chose est belle ou pas. C'est-à-dire que s'il y a de l'équilibre, de l'harmonie, oui, un équilibre entre les parties, etc., ça définit une chose belle. Si c'est informe, démesuré, imparfait, on va considérer dans la tradition classique comme moche, comme pas beau, des choses comme ça. Et donc, en France, dans la littérature française, la Révolution française et la période de Napoléon, la poursuite de Napoléon contre quelques intellectuels et écrivains ont fait partie de France quelques écrivains, quelques intellectuels de l'époque. Entre les plus importants, ou parmi les plus importants, on retrouve Madame de Staël, Benjamin Constant et Chateaubriand, René de Chateaubriand. C'est-à-dire que ces trois écrivains et intellectuels ont dû quitter la France pour vivre à l'étranger en raison de la persécution de Napoléon. Madame de Staël est partie en Allemagne, Benjamin Constant aussi, et René de Chateaubriand est parti en Angleterre et aux États-Unis. Et dans la tradition anglo-saxonne, allemande et anglaise, ils avaient une autre tradition qui était beaucoup plus liée au Moyen-Âge et au baroque. Et ces influences-là étaient toujours présentes dans la littérature allemande et anglaise. C'est-à-dire que la littérature, on considère la littérature anglaise et allemande plus liée à l'imagination, moins liée à la raison, au rêve, ou à quelque chose de très important pour la littérature anglaise et allemande de cette période avant le 19e siècle, c'est le côté métaphysique de cette littérature. Il y a même un groupe de poètes anglais qu'on appelle les poètes métaphysiques. Quand on parle d'une littérature métaphysique, c'est-à-dire on parle d'une littérature qui s'occupe de quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, moins rationnel que la littérature française.
Des écrivains comme Madame de Staël, Benjamin Constant et René de Chateaubriand vont dans l'exil prendre contact avec la littérature allemande et anglaise. Après la chute de Napoléon, ils reviennent en France avec ces nouvelles idées, c'est-à-dire les idées du romantisme déjà présents en Angleterre et en Allemagne. Ils vont diffuser ces nouvelles idées esthétiques dans la littérature française au début du 19e siècle. Ça, c'est intéressant parce que on va considérer Chateaubriand, Madame de Staël et Benjamin Constant comme des écrivains pré-romantiques parce qu'ils sont responsables d'apporter en France les idées du romantisme, mais le romantisme français va se faire à partir de 1820 avec Lamartine, Victor Hugo, Musset, Vigny, entre autres. Et c'est-à-dire, c'est l'assimilation de ces nouvelles idées qui va gérer ou générer le romantisme en France. C'est ça, toute cette explication-là pour parler que, pour dire que Yves Saloni mentionne ici l'influence de l'étranger, que le romantisme n'est pas né en France, mais ailleurs. Et nous avons ici, je ne vais pas entrer dans cette citation, ce qui m'intéresse ici avant d'entrer dans... je ne vais pas entrer dans les théories manifestes ici, c'est bon Yves Saloni, parce que je vais vous montrer ça dans les textes originaux de Stendhal et Victor Hugo. Donc, je vais sauter ici parce que ce que j'aime bien dans les textes de Yves Saloni, c'est comment il systématise les caractéristiques générales du mouvement. Donc, l'esthétique romantique, les grandes tendances. Le triomphe de la subjectivité, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et comme je disais tout à l'heure que on va travailler de manière critique sur les idées reçues du romantisme, ça c'est quelque chose que assez souvent je pense qu'on laisse de côté. On ne donne pas l'importance, la due importance, la vraie importance de ce triomphe de la subjectivité dans le romantisme. Et ici, il va dire, Yves Saloni, sur les traces de Chateaubriand, la littérature romantique aime à privilégier le domaine réservé du moi. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, que c'est cette plongée et ce mergulho dans la subjectivité. Subjectivité ici, comprise, entendue comme l'intimité, les sentiments, tout ce que nous avons dans notre monde intérieur et intime qu'on laisse assez souvent caché, préservé à soi-même. On va rendre public ses impressions personnelles, les sentiments subjectifs, etc. C'est-à-dire, on va ouvrir le cœur dans la poésie, raison pour laquelle j'explique. Dans la poésie romantique, nous avons un grand espace réservé aux élégies. Élégie, c'est un type de poème qui n'a pas forcément une forme fixe. Et assez souvent, c'est un poème triste, de partage d'un sentiment de tristesse, de mélancolie, etc. Et par contre, dans certains romans du romantisme, comme Adolphe, un roman de Benjamin Constant,
On va commencer à développer une espèce de psychologie ou de roman psychologique. Et comme vous voyez, dans les romans, cette façon psychologique de construire les romans, c'est comme si on transposait la littérature, la poésie lyrique à la prose. D'accord? Et ça donne cette impression de libre manifestation, de libre transmission des sentiments. D'accord? Ensuite, nous avons l'exaltation de la souffrance et du malheur. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le mal du siècle, cette mélancolie permanente. Les romantiques vont voir le monde de façon mélancolique, n'est-ce pas? Il y aura une mélancolie dans le monde, dans le regard, d'ailleurs. Non, c'est bon. L'exaltation de la souffrance et du malheur. Non, ça va. La création de personnages hors du commun. Donc, c'est le héros romantique, n'est-ce pas? Ça, d'une certaine façon, en fait, il y a une différence. J'allais dire que le héros classique aussi, il est hors du commun, mais normalement, le personnage classique, comme le héros épique, il est traversé d'une certaine mythologie. Et l'héros romantique, il sera humain. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais même en étant un personnage humain, il sera quand même hors du commun. C'est-à-dire, il sera plus grand que les gens comme nous. Et c'est ça, en fait. C'est un personnage plus grand que les gens comme nous. Voilà la préférence pour une esthétique du choc. Cette esthétique du choc, c'est cette esthétique qui va rompre, qui va casser avec l'harmonie, l'équilibre de l'esthétique classique. Pour rompre avec cette harmonie, on va introduire cette esthétique du choc qui a comme objectif, on verra avec Victor Hugo dans la préface de Cromwell, l'introduction du grotesque, de ce qui est moche, qui est laid, qui est déformé, pour faire une harmonie avec les sublimes, les beaux, etc. Parce que Victor Hugo va dire dans la préface de Cromwell que si on fait, par exemple, un texte, un poème ou une pièce de théâtre totalement basé sur la perfection, l'harmonie des images, etc., ça va fatiguer le lecteur, le spectateur. Donc, il faut moduler les discours en introduisant le grotesque, le moche, le déformé, l'immesurable dans le texte. Vous voyez, c'est-à-dire que le texte ne peut pas être ou en fait, pour éviter la monotonie d'un texte totalement uniforme dans sa forme, dans les contenus, la façon de présenter les aventures, etc., on va introduire l'opposé. Si d'un côté nous avons le sublime, de l'autre côté nous avons le grotesque. Et c'est la présence de deux en même temps qui va rendre le texte plus intéressant. C'est ça la thèse, l'idée principale de Victor Hugo. Voyons encore.
l'élargissement spatio-temporel de l'imaginaire. Je vous ai parlé déjà de cette question de l'imagination et raison pour laquelle, pourquoi je parle ici de l'imaginaire, je m'arrête un tout petit peu. Je change ici le partage d'écran, juste pour vous montrer quelque chose dans le programme du cours. Voyons ici. Voilà. Donc, pour cette unité du 19e siècle, vous voyez ici que je vais vous demander de lire quelques poèmes pour la semaine prochaine. Par contre, vous voyez que l'activité concernant le 19e siècle sera sur les contes fantastiques de Gautier, Mérimée, Maupassant. Et j'ai décidé d'utiliser ces contes fantastiques justement comme exemple de cette présence de l'imaginaire ou de l'imagination dans la littérature. Évidemment que dans la littérature, il y a toujours la présence de l'imagination. Mais ce que je voudrais vous montrer avec les contes fantastiques, c'est quelque chose qui dépasse la réalité sensible avec ces contes. Ce sont des contes qui vont nous mettre en contact avec quelque chose au-delà de la vie quotidienne, quelque chose de surnaturel. D'accord? Et ce surnaturel peut être expliqué comme un problème de conscience ou comme un problème spirituel ou religieux aussi. D'accord? Voilà les goûts de l'absolu et de l'idéal. Ça, c'est ce qu'on peut appeler... pardon, j'ai oublié de changer la fenêtre partagée ici. Donc, je reviens au texte de Stalloni. Voilà. Ici, tout en bas, les goûts de l'absolu et de l'idéal. Ça, je n'avais pas commenté ou donné de l'importance. Par exemple, Chateaubriand, le pré-romantique, si on veut le dire comme ça, était un écrivain catholique, en quelque sorte, et qui a étudié le christianisme, raison pour laquelle il a ce célèbre livre qui s'appelle Le génie du christianisme. Et le christianisme sera une des grandes références du romantisme. Peut-être c'est bizarre pour vous, et comme je disais tout à l'heure, on va travailler ici sur les idées reçues, c'est-à-dire de manière critique, c'est-à-dire que on va refaire ces idées dans la tête, dans notre esprit. Si jusqu'avant le romantisme, la grande référence était la culture classique gréco-romaine, pour le romantisme, le christianisme sera peut-être l'influence spirituelle la plus importante. Et souvenez-vous que nous avons parlé tout à l'heure de subjectivité ou l'emphase de la subjectivité. Considérer que le christianisme est une religion ou une manifestation spirituelle, parce que ça va se diviser en plusieurs religions, la religion catholique, le protestantisme, l'anglicanisme, etc. Mais à partir du christianisme, nous avons l'introduction d'une vie intérieure, subjective, c'est-à-dire on va vivre ou on va expérimenter la religion de façon silencieuse,
interne. Et par exemple, la confession est presque un mode de texte qui va surgir avec le christianisme. Et avec la confession, on arrive à ce genre de poésie subjective, n'est-ce pas? Des poésies de manifestation des sentiments les plus intimes, n'est-ce pas? Parce que dans la confession, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Quand on se confesse et on dit que on a pensé une telle chose qui était mauvaise, ou nous avons démontré dans la pensée des intentions mauvaises contre quelqu'un, c'est une manifestation de certains sentiments intimes. Et ça va se faire dans la poésie aussi. Et donc, je parlais ici du goût de l'absolu et de l'idéal. C'est comme si on donnait à l'art, à la littérature, à la poésie, la même valeur spirituelle qu'on donne à Dieu. Et donc, on va placer l'art et la littérature dans un très haut niveau, et l'art et la littérature sera un moyen d'élévation spirituelle. Raison pour laquelle on va retrouver dans la poésie cette tentative de transposition spirituelle même. Et ça va se manifester comme ce goût de l'absolu et de l'idéal. On va essayer de dire, d'exprimer en mots un sentiment ou une vision du monde, je ne sais pas, idéal. Et ce idéal ici est différent de l'idéal de perfection classique. D'accord? C'est quelque chose de l'ordre de on essaye de l'exprimer en mots, mais les mots sont toujours insuffisants pour l'expression de ces sentiments ou de cette chose-là. Et ça, ici, j'essaie de parler de manière un peu plus générale et les idées de base. Et ça va devenir plus clair à partir de la lecture de textes, de poèmes pour la semaine prochaine. Engagement social, ça sera présent surtout pour nous ici dans la poésie de Victor Hugo. Et vous voyez qu'au Brésil, par exemple, nous avons Castro Alves comme un représentant d'un romantisme engagé. Il va parler de politique, il va parler de problèmes sociaux, etc. Parce que vous voyez comment le romantisme est riche. Nous avons l'expression de la subjectivité, de l'intimité, la morbidité, les goûts pour la morbidité, l'imagination et un engagement social aussi. Ça peut sembler contradictoire, mais à un moment donné, quand cette plongée dans la subjectivité fatigue, quando esse mergulho na subjetividade cansa, la solution, c'est l'engagement social. N'est-ce pas? S'il y a cette mélancolie extrême qui pousse vers la mort, la solution, c'est l'engagement social pour essayer de sauver toute la société, l'humanité, et ne pas la laisser plonger dans cette mélancolie. Et finalement, la promotion de l'écrivain et de sa parole, ce sera un moment important aussi de la littérature, parce que à partir du romantisme jusqu'à la fin du 19e siècle, surtout la poésie sera comprise comme un moyen spirituel ou un moyen qui nous mène à une élévation
spirituelle. Raison pour laquelle il y a cette promotion de l'écrivain et de sa parole. Parce que lire un poème peut nous aider à se lever ou à nous élever spirituellement. Parce que le poète est une espèce où il va être considéré comme un traducteur de l'esprit ou de la spiritualité. OK? Voilà. Pour aujourd'hui, c'était tout. Et donc, la semaine prochaine, je vais entrer. On va lire les poèmes. Je vais vous indiquer ça dans une note. Le titre, parce qu'en fait, il me semble que seulement le livre de Lamartine est disponible dans les documents, dans les fichiers. Et la semaine prochaine, donc, je vais parler un peu plus je vais commenter quelques poèmes, mais je vais commenter aussi un fragment d'un poète allemand, traduit évidemment en français. Je vais commenter la préface de Cromwell de Victor Hugo et je vais aussi commenter la définition de romantisme de Baudelaire, de Charles Baudelaire, le poète. D'accord? Et je vais laisser, aujourd'hui, j'ai privilégié les idées du romantisme, n'est-ce pas? Quelles sont les idées des bases qui fondent le romantisme? Et la semaine prochaine, on verra ça dans la pratique. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce début du romantisme? Avant de vous laisser la parole, je vais partager aussi des vidéos, comme je fais toujours, pour servir de complément à cette introduction d'aujourd'hui. D'accord? Ça va? Vous avez des questions? Oui. Non. Oui, ça va. Donc, Ça va bien, professeur. Merci, Henrique. Ana Carolina, en fait, je ne sais pas si c'était dans le... ah oui, parce que j'avais laissé comme lecture suggérée ici le spleen de Paris de Baudelaire, mais c'est juste une suggestion de lecture. Ce semestre, j'ai changé un peu l'activité. Au lieu de faire une activité sur les spleens de Paris de Baudelaire, je vais faire cette activité sur les contes fantastiques de Mérimée, Gautier et Maupassant. Donc, pour la semaine prochaine, je vais vous indiquer un seul poème en prose de ce livre de Baudelaire, Le spleen de Paris. D'accord? Donc, t'inquiète pas par rapport à Baudelaire, mais on n'aura pas d'activité sur Baudelaire ce semestre et on n'aura pas besoin de lire le livre tout entier. Si vous voulez, très bien, mais pas pour les activités de la discipline. D'accord? Je vais vous indiquer seulement un poème pour vous donner une idée de ce qui est les poèmes en prose de Baudelaire. D'accord? Mais je vais vous indiquer des poèmes de Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire et peut-être Alfred de Musset aussi. D'accord? Ok. Donc, je vous dis au revoir et je suis un peu plus pressé parce que j'ai les cours des critiques maintenant aussi. D'accord. Donc, je vous dis au revoir et à mardi prochain pour le débat sur les œuvres de la dissertation. OK? Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur Mardi. Merci. À mardi. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Merci. Au revoir.